Bonjour à tous les fans de géopolitique. Alors, au moment où Vladimir Poutine envahissait l'Ukraine, la Commission de défense et des forces armées de l'Assemblée nationale publiait un rapport d'information sur les enjeux géopolitiques et de défense en Europe de l'Est, un rapport passionnant, documenté, très accessible, qui permet de comprendre ou mieux comprendre la situation actuelle. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui l'un de ses rapporteurs, Jean-Charles Larsonneur, député La République En Marche du Finistère. Monsieur le député, bonjour. Merci d'avoir Bonjour. accepté cette invitation. Je le disais, un rapport dense, mais qu'est-ce qui a amené à la création ou à la constitution d'un groupe pour ce rapport? Et puis, peut-être en termes de timing, depuis combien de temps vous vous êtes mis sur ce rapport? Alors, bonjour à tous. Merci d'abord pour cette interview. Euh, je m'intéresse à la situation en Europe de l'Est depuis longtemps. Et vous savez, on a entre parlementaires de l'Alliance, de l'OTAN, une instance qui a, parmi d'autres vertus, celle de pouvoir se réunir entre parlementaires des pays, des nations alliées, qui s'appelle l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et donc, avec des amis parlementaires baltes, notamment, je pense à des amis estoniens, des amis lituaniens, mais aussi polonais et roumains, en fait les pays du B9, de l'Estonie jusqu'à la Bulgarie, ont regardé les choses avec beaucoup d'attention depuis plusieurs années. Au printemps dernier, donc on est en mars 2021, on voit de premiers mouvements de troupes, n'est-ce pas, à la frontière ukrainienne. Et donc, on commence à regarder les choses de manière un petit peu plus précise et avec une réelle inquiétude, il faut bien le dire. Bon. Euh, Rappelez-vous, l'automne 2021, la crise biélorusse, l'instrumentalisation de la crise migratoire par le régime de Loukachenko. Et là, on se dit, il se passe vraiment quelque chose. Et donc, entre parlementaires français, pour le coup, de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, on se réunit et le bureau de la commission décide de lancer une mission d'information, puisque c'est comme ça que nous procédons, sur les enjeux de sécurité et de défense en Europe de l'Est. Bon. Donc, on lance ça, si vous voulez, en octobre-novembre de 2021. Et puis, chemin faisant, les choses s'accélèrent. Et puis, à partir du mois de janvier, ça devient évidemment, autour de la question ukrainienne, un sujet d'actualité brûlant. Mais avant cela, et je remonte du coup un petit peu au tout début de cette mission, donc on lance cette mission, on est en fin novembre 2021. On décide de se rendre pour commencer d'ailleurs chez les Baltes et pour commencer à Tallinn et sur la base de Tapa qui se retrouve un petit peu à l'est de Tallinn où sont déployés des militaires français dans le cadre des opérations de l'OTAN. C'est la mission qu'on appelle Lynx pour voir un petit peu quel dispositif français de l'OTAN dans la région. Et là, la première interview qu'on a, la première rencontre qu'on a, c'est avec deux personnes, le ministre de la Défense estonien, qu'on voit maintenant régulièrement dans les médias, mais aussi le président de la commission de la défense côté estonien, et qui nous disent tous les deux, écoutez, donc là on est fin novembre, écoutez, selon nos renseignements, les nôtres, mais aussi ceux de nos alliés, il apparaît assez certain que quelque chose de sérieux va se produire avec la Russie et probablement en Ukraine pour le mois de février 2022 autour des Jeux Olympiques. Voilà. Vous voyez, ça pose le décor, ça pose le cadre. Et autant vous dire que quand un ministre de la Défense estonien vous dit ça, on est en Estonie à la frontière russe, la profondeur stratégique de l'Estonie, ça doit être 300 km. Bon, ça marque. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, avec mon co-rapporteur, donc on est deux sur les rapports en général de la commission, de toutes les commissions d'ailleurs de l'Assemblée nationale qui travaillent sur différents sujets. Un rapporteur majorité, c'était moi, donc vous l'avez dit, j'appartiens à La République En Marche, et un rapporteur opposition, en l'occurrence Charles de la Verpillière pour les Républicains. Et donc, on a travaillé à partir de fin novembre de manière très sérieuse, appliquée, et avec l'idée que la menace était réelle. Et beaucoup de gens disaient à l'époque, mais non, vous voyez bien, c'est du bluff, Poutine a l'habitude de faire ça, il n'envahira jamais l'Ukraine, et d'ailleurs, quel intérêt y aurait-il? Bon, et puis ça s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la genèse, si vous voulez, de ce rapport, et puis de la façon dont on a abordé ce travail, puisque très vite, on a été mis dans le bain. Alors d'abord parce qu'on avait des relations avec les parlementaires des pays voisins de la Russie, comme on le disait, et du flanc oriental de l'Europe. Et ensuite parce que dès le début de cette mission, eh bien, nous avions des informations sinon alarmantes, tout au moins très préoccupantes.
une question très curieuse. Quand vous travaillez avec des gens de l'opposition, donc chacun a ses propres avis, comment vous faites? Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de synthèses, beaucoup de compromis, ou est-ce que finalement, rapidement, vous arrivez à des mêmes points de vue? Alors, très sincèrement, ça dépend beaucoup des sujets, des personnalités. Ouais. Certains jouent un jeu très politique, et alors là, du coup, dans la rédaction du rapport, il y a beaucoup d'allers-retours sur les formulations, parce qu'évidemment, on doit tomber sur une formulation conjointe. Donc, autant sur les faits, les constats, les observations, l'analyse, on est souvent assez d'accord, autant parfois, on peut chercher à exploiter un rapport parlementaire pour en faire un outil politique. Et là, il peut y avoir des divergences. Ça m'est arrivé sur des questions relatives, par exemple, au personnel civil de la défense avec un rapporteur insoumis. Et c'était un vrai jeu politique au sens où on se battait sur chaque mot, chaque virgule. Là, je dois dire, le travail avec mon co-rapporteur a été extrêmement fluide. Nous étions en fait très rapidement alignés en termes de constats et de propositions. Et donc, je dirais qu'on a mené un travail extrêmement républicain, mais plus que ça. Enfin, on était très convergents sur l'analyse comme sur les recommandations. Donc, ça a été extrêmement facile. Mm. Ce rapport d'information, il est destiné à être lu par quel type de public? Bien, c'est un petit peu à deux étages. D'abord, il est destiné aux collègues parlementaires pour les informer. Et d'ailleurs, on présente le rapport en fait en commission de la Défense à l'Assemblée nationale, et les parlementaires votent sur la publication du rapport, comme vous le savez. Et ensuite, bien sûr, à travers ce petit travail à destination des parlementaires, c'est tous les Français qu'on cherche à informer, puisque ces rapports sont publics. Et donc, le but est que leur diffusion soit utile. Et donc, à travers le travail des représentants du peuple, on cherche à informer la population dans son ensemble. Alors, population informée, pour certains, ça va être évidemment des gens qui s'intéressent à la défense, de près ou de loin, qui s'intéressent à la géopolitique, mais le grand public, de manière générale. Et moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je travaille. Il va y avoir une suite ou pas? Bien, écoutez, donc là, il n'échappe à personne au moment où nous nous parlons que c'est un temps d'élection. On va d'abord laisser passer le temps des élections, mais donc bien sûr, la commission de la défense va se remettre au travail à partir du mois de juin-juillet, quand la nouvelle assemblée sera élue. Et pour ce qui me concerne, d'abord, si je suis élu, je pousserai bien sûr dans le sens d'un suivi de ce travail, voir comment les choses ont évolué et comment la France agit dans cette guerre en Ukraine et dans le renforcement de la position européenne, tant au niveau européen qu'au niveau de l'Alliance. Et puis, s'ils sont d'autres parlementaires, j'espère qu'ils continueront le travail. Voilà. D'accord. Alors, c'est un rapport qui est en 3 parties, hein. Si on prend, allez, on va faire un petit déplacement globalement sur chaque pays. On va partir des pays baltes. Visiblement, la position de la France ou la perception de la France n'est pas la même au sein de chacun des pays baltes. Est-ce que c'est, enfin, comment on peut l'expliquer? Il y a des petites nuances. Bon, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup développé, nous, France, la relation avec l'Estonie. Euh, Il y a plein de raisons à ça. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, les Baltes, on l'a dit, c'est une évidence, mais sont des voisins, extrêmement voisins, et des petits voisins. D'ailleurs, j'aime pas l'expression petit pays, parce que je considère que dans l'Europe ou dans une alliance comme l'OTAN, il n'y a pas de petits pays. Tous les pays sont utiles et leur regard très utile. La preuve sur ce que j'ai dit en commençant, avec des remarques qui sont avérées extrêmement pertinentes de la part de ministres et de parlementaires de ces pays. Bon. Mais donc, on travaille avec ces pays dans le cadre de l'alliance. Nous avons, en réalité, depuis la crise de 2014, donc la première guerre en Ukraine, parce que rappelons-nous quand même que l'Ukraine est en guerre depuis 2014, donc depuis 8 ans, c'est pas nouveau, hein. On a un peu perdu de vue parfois, mais la Crimée et le Donbass, c'est pas récent. Bon. Vous l'avez Et d'ailleurs écrit en disant la guerre ne s'est jamais terminée. absolument, absolument, c'est tout à fait ma perception, et c'est comme ça qu'on le travaille, qu'on le présente dans ce rapport. Et donc, à partir de 2014, on commence à renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Et donc, à ce moment-là, il y a un équilibre des contributions des différentes nations alliées. Donc, les États-Unis sont plus présents en Pologne. Les Britanniques sont présents dans le cadre en tant que nation cadre, comme on appelle ça, en Estonie. Nous, on va travailler avec les Britanniques parce qu'il y a des questions d'opportunité, des questions aussi de matériel et d'équipement et de force qu'on peut envoyer là-bas. Donc sur le dispositif pré-crise en Ukraine, puisqu'il a été significativement renforcé après, c'est d'ailleurs une partie de nos recommandations qui ont été finalement appliquées extrêmement vite parce que la guerre s'est déclenchée à peu près au moment où on présentait le rapport. Et donc, nous, ce qu'on a envoyé là-bas, c'était surtout des chars Leclerc. C'était très intéressant parce que ça nous permettait à
ça permettait à nos armées, et singulièrement à notre armée de terre, de projeter en fait des blindés lourds, donc des Charles Leclerc en l'occurrence, qui partent donc de France par bateau, qui arrivent en Estonie et se déployer sur des champs de manœuvre qu'on n'a pas l'habitude de travailler nous en tant que Français. Donc ça avait un intérêt à la fois pour les armées françaises et puis bien sûr dans le cadre de la réassurance de l'OTAN pour l'Estonie elle-même. On a aussi été présent en Lituanie sur des présences plus tournantes et puis on fait aussi de la police du ciel là-bas, ce qu'on a fait de manière constante depuis maintenant 8 ans. Donc pourquoi l'Estonie? Pour des questions essentiellement de renforcement de capacité et de partage des tâches en fait entre nations alliées de l'OTAN. Voilà. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe a changé quelque chose dans leur approche de ces pays ou pas? Pas tellement, en réalité. Parce que si vous placez de leur point de vue, vous vous dites ma garantie de sécurité, c'est l'OTAN, d'abord. C'est la vraie alliance militaire qui compte. L'Europe, c'est bien, c'est utile. Tant mieux si ça renforce l'OTAN et pourquoi pas pour un pilier européen de l'OTAN. D'ailleurs, c'est un discours qui monte chez eux aussi parce qu'on voit bien que on renforce pas l'OTAN sans renforcer l'Europe et vice-versa. Ça, c'est un discours auquel aussi je suis attaché. Et puis, on voit que ces pays ont convergé. Il y a eu une époque pas si lointaine, si vous voulez, où dans ces pays, on se disait, bon, quelque part, l'Europe s'est détournée des vrais sujets, quoi. Donc, il faut se forer sur l'Europe de la défense, c'est bien, mais pendant ce temps-là, on ne fait pas d'OTAN. Donc, plus d'Europe, c'était moins d'OTAN. En tout cas, c'était un peu perçu comme ça. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y a une vraie convergence. Ça se voit d'ailleurs dans les grands exercices géostratégiques du moment, hein, la boussole stratégique de l'UE, le nouveau concept cadre de l'OTAN qui va sortir en juin. Il y a un vrai alignement autour de l'idée que, et ces pays rejoignent ce constat, que, au fond, plus d'Europe de la défense, c'est bon pour l'OTAN, et plus d'OTAN, ça sert l'Europe de la défense. Donc ça, je crois qu'on avance bien là-dessus. Rappelons aussi, et j'ai omis de le dire, excusez-moi, mais que si nous avons aussi privilégié certains pays comme l'Estonie à cette époque-là, c'est que ces pays étaient aussi able and willing, comme on dit, capables et volontaires, pour venir nous aider, nous, dans une logique donnant-donnant, en Afrique par exemple, sur d'autres théâtres comme au Sahel. Et donc, on a eu des contingents estoniens au Mali, dans Takuba, etc. Donc il y avait aussi cette logique de donnant-donnant. Nous contribuons à vos opérations, nous contribuons à votre réassurance. Voilà. Donc sur les perceptions, j'y reviens. L'OTAN d'abord, évidemment, et la Grande-Bretagne, du coup. Alors, si vous voulez, quand on regarde un petit peu la carte d'Europe, la carte de l'OTAN et la carte du monde avec la Russie de l'autre côté de la frontière, les choses sont assez simples. Quels sont les deux pays qui sont capables d'intervenir rapidement avec des forces déployables, projetables et significatives? En Europe, il n'y en a que deux. Hein. Il y a la France et le Royaume-Uni. Donc, des pays comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sur un scénario d'invasion russe, un scénario quand même probablement à court terme, c'est-à-dire que, vu la profondeur stratégique que j'évoquais, c'est une affaire de jours, hein, d'heures et de jours. Bon. Donc, il faut pouvoir compter sur des alliés qui sont relativement proches avant que la cavalerie n'arrive. Par cavalerie, vous aurez bien sûr compris les États-Unis. Et nous, France, comme le Royaume-Uni, nous sommes capables de déployer des troupes pour venir en aide à nos alliés en quelques jours, 4-5 jours. On peut renforcer significativement notre présence sur le flanc Est dans ce laps de temps, dans ce pas de temps. Les États-Unis, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, la Grande-Bretagne compte beaucoup pour ces pays, et à juste titre. Et c'est vrai que les deux grandes nations militaires, avec des armées modernes, capables, qui peuvent se projeter et décider, résolus à défendre leurs alliés en Europe, même s'il y a toutes grandes nations militaires, bien sûr, et que toutes les nations comptent, ce sont quand même avant tout la France et le Royaume-Uni. Si on prend donc chacun des pays baltes, vous avez parlé de l'Estonie. La Lettonie, est-ce que ce n'est pas le pays qui présente le plus de risques avec sa forte communauté russophone, ses apatrides? Et puis vous le citez dans le rapport en disant une faible défense. Est-ce que ce n'est pas un peu le plus faible des trois? Oui. Alors, sur les communautés russophones, on pourrait tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en nombre, elle est probablement plus importante dans ce pays. Mais vous savez que dans l'OTAN, par exemple, il y a un scénario qu'on appelle le scénario Narva. Et pour le coup, c'est une ville à dominante russophone pour des raisons liées à l'histoire de cette région en Estonie et une histoire industrielle notamment, hein, très fortement liée à l'ex-URSS. Et donc, si vous voulez, si on doit appuyer sur un bouton qui est une communauté russe pour déclencher une instabilité et justifier une invasion,
On peut le faire, c'est sûr, en Lettonie, mais on peut le faire aussi à côté, hein, en Estonie ou en Lituanie. Donc, en tout cas, c'est un levier qui serait assez similaire. Aller dire si la Lettonie est plus russophone et russifiée que le pays d'à côté, je ne me risquerai pas à ce genre de pronostic, vraiment pas. D'autant plus qu'il faut faire vraiment quand même le départ entre des communautés effectivement russophones et la russophilie. Ce sont deux choses qu'il faut quand même mettre un petit peu à part. Vous avez dans les dispositifs de défense citoyenne de ces trois pays, et singulièrement en Estonie, c'est peut-être le pays que je connais mieux, hein, un grand nombre de russophones. Voilà. Qui sont, et d'ailleurs, et c'est très intéressant, c'est dynamique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'agression en Ukraine, de plus en plus de russophones de ces pays baltes se disent non, non, mais attendez, moi, mon intérêt, il est dans mon pays européen et otanien. Voilà, il est dans mon pays aussi en tant que patriote. Et donc, je suis peut-être russophone de Lettonie ou russophone de Lituanie, mais je m'enrôle dans des activités d'entraînement militaire au sens large qui me permettrait éventuellement, le cas échéant, de défendre mon pays. Et cela, de plus en plus, on voit de vrais mouvements là au cours de ces dernières semaines, hein, de ces 50 jours de guerre, d'une jeunesse qui se préoccupe encore davantage, s'il y a besoin, de la sécurité de leur pays. Ce que je vais vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre zone de fracture qui est plutôt les jeunes et les moins jeunes, les jeunes attirés par l'Occident et notre mode de vie, et puis des anciens, je ne vais pas dire nostalgiques de l'ancien régime, mais ayant un petit peu plus de mal face à l'évolution du monde. Oh, je crois que vous avez raison, hein, il y a une fracture générationnelle. Je parlais de Narva, c'est assez intéressant Narva parce que donc ça a été un grand outil industriel, il y avait une très très grosse usine dans cette ville à l'époque soviétique. Et l'exemple est intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, à vérifier, mais il y a eu un reportage d'Arte sur cette question, autour de Narva. Et on voit ça assez bien. Et en effet, les anciens, la génération qui a connu la ville florissante à l'époque de cette usine soviétique, regarde d'ailleurs la télé russe essentiellement, a une lecture russe de la crise ou de la guerre en Ukraine. Et se sent assez facilement proche de la vision de Poutine, alors que les jeunes, effectivement, se sentent totalement estoniens, vous voyez. Bon. Et parallèlement, mais c'est étonnant parce que, bon, on est tous clivés, on a tous des identités multiples. Hein, et cette ancienne génération, j'ai pu rencontrer certains d'ailleurs au cours de voyages personnels ou d'études. Alors, en l'occurrence, sur des missions parlementaires, on n'a pas le temps d'aller autant dans la finesse sur la visite du pays. Mais bon, j'ai aussi mon passé personnel et diplomatique, donc j'ai pu découvrir plus à fond ces pays. Et c'est vrai que d'un côté, ils vont regarder la télévision russe. Ils ont pu vivre l'essentiel de leur vie active et leur jeunesse à eux dans un univers soviétique à l'époque. Et donc, ils restent attachés à ça. Il y a ce côté nostalgie, comme vous disiez. Mais dans le même temps, ils vivent sur une zone frontalière, à Narva, et ils voient bien que d'un côté, leur retraite, elle est pas mal, leur niveau de vie, il est pas mal, alors que de l'autre côté de la rivière, c'est nettement moins sympathique. Et donc, ils mélangent à la fois ce côté nostalgie, ce côté assez pro-Poutine, et le côté non, non, mais je suis bien là où je vis et j'ai pas du tout envie de devenir russe et d'être au régime de pension russe. Vous voyez, voilà. Donc il y a aussi dans la finesse, il y a des contradictions comme partout. Troisième pays, la Lituanie, alors qui en plus s'est fâché avec la Chine. Alors qu'est-ce qui explique comment cette confrontation avec la Chine? C'est bon, un petit pays, alors c'est vrai qu'ils ont été pendant très longtemps opposants à la Russie et c'est un pays de combattants, mais qu'est-ce qui explique comment cette fâcherie, enfin même plus que cette fâcherie avec la Chine? Sur le fond et dans le long terme, je pense qu'il y a quand même, il faudrait regarder ce qui se passe entre la Chine et la Russie aujourd'hui, qui sont devenus des alliés de fait. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas si clair encore il y a quelques années. Je m'intéresse beaucoup aux questions arctiques, par exemple. Hein. Alors certes, la Chine investit beaucoup en Russie, y compris dans les champs gaziers, pétroliers, etc. Mais la Chine le fait avec prudence, le fait de manière économique, financière. D'ailleurs, sur l'Ukraine, vous voyez bien que la position chinoise est assez prudente. C'est voilà, on prône la paix. Il n'y a pas eu de financement d'armement direct. Voilà, il y a un
soutien indirect par les relations économiques et financières avec la Russie, qui sont favorisées, en tout cas qui ne sont pas empêchées, loin de là, et même des contrats qui sont passés, qui permettent à la Russie de rediriger une partie de son énergie, voire de ses capitaux financiers vers des places asiatiques. Mais voilà, il n'y a pas de soutien direct. Bon, mais de plus en plus, quand même, l'alliance de facto, l'alliance de fait entre la Chine et la Russie peut faire regarder pour ces pays la Chine et la Russie comme un bloc, comme un tout. Et je crois que s'il y a à chercher une raison de fond, au-delà des aléas du moment, c'est quand même ça, c'est que vu de ces pays, finalement, ces deux régimes illibéraux et même ces dictatures, hein, je crois qu'on peut utiliser ces mots-là, finalement, constituent un bloc commun. Ce n'était pas forcément une lecture, si on prend un peu de recul et un peu de hauteur, qui était évidente il y a encore 10-15 ans. Voilà. Aujourd'hui, il semble bien que dans la question de l'opposition des grands blocs, se forme un bloc russo-chinois, alors qui tiendra ce qui tiendra, en fonction des intérêts des uns et des autres. Il est clair que la Chine est nettement plus puissante sur le long terme et qu'un jour la Russie sera largement dépendante des capitaux chinois, si elle ne l'est pas déjà beaucoup. Voilà. Mais donc, plutôt qu'un jeu à trois grands blocs ou 4 grands blocs, qui auraient pu être évidemment les États-Unis, la Chine, l'Europe et la Russie, on voit de plus en plus se cristalliser autour de cette question de l'Ukraine. C'est bien sûr du long terme, mais je pense que c'est une étape de plus très nette, une sorte de guerre froide avec un nouveau rideau de fer. Et finalement, d'un côté la Chine et la Russie, et de l'autre le bloc américano-occidental avec les Européens. Alors, on va poursuivre notre tour d'horizon. Autre pays, la Pologne, en première ligne pour l'accueil des migrants. Est-ce que la Pologne va pouvoir tenir à ce rythme? Alors, ce qui était essentiel dans cette affaire, c'était évidemment la solidarité européenne. Je crois qu'elle a été plutôt à la hauteur, au moins sous 2 angles. Le premier risque, c'était qu'on considère effectivement cette question de la crise migratoire à la frontière biélorusse. Donc il y a plein de crises. Hein. Donc je vais commencer par Biélorusse et puis ensuite effectivement l'afflux de réfugiés ukrainiens, la problématique du moment. La première chose, c'est qu'on aurait pu, et d'ailleurs je pense que dans les scénarios imaginés par la Russie, la question biélorusse était aussi un test. Je ne suis pas en train de dire que Poutine a manigancé l'affaire biélorusse. Je pense qu'elle est largement imputable au régime de Loukachenko et à Loukachenko lui-même. Mais avec l'aval, bien sûr, de Moscou. Mais c'était intéressant de voir pour le Kremlin comment l'Europe allait réagir face à la crise biélorusse et à l'instrumentalisation de migrants. L'Europe a plutôt bien réagi. D'abord en renforçant son dispositif juridique et en considérant qu'il ne s'agissait pas de migration classique, en disant oui, on est bien dans ce qu'on peut appeler de la guerre hybride. Il faut voir que c'était quand même un vocable qui, au plan diplomatique, était promu par certains pays de l'Est, à commencer par la Pologne, mais pas par tout le monde au départ. Donc, finalement, l'Europe s'est dit OK, mettre une baïonnette derrière des migrants pour qu'ils passent la frontière, je caricature bien sûr, oui, c'est bien de la guerre hybride. Donc non, on ne traitera pas ça comme de la migration classique. Ensuite, on a soutenu quand même les Polonais dans leur effort à la fois de protection et d'accueil. Et puis, à la fin, même si ça a été... les Polonais ne l'ont pas demandé en première instance, Frontex a participé aussi, donc la police aux frontières et qui s'occupe des migrants européennes, s'est aussi occupée et a aussi soutenu la Pologne sur le sujet de la crise des migrants biélorusses. Bon. Alors après, on a un tout autre scénario qui est celui de réfugiés de guerre, donc des personnes déplacées en Ukraine par millions et des réfugiés qui quittent l'Ukraine par millions. Bon. Réfugiés qui arrivent principalement, et vous l'avez dit, en Pologne d'une part et en Roumanie d'autre part, avant parfois de se dispatcher dans le reste de l'Europe ou pas. Bon.
Et c'est vrai que la Pologne et la Roumanie sont en première ligne. Quand vous êtes dans le sud-est de l'Ukraine, pardon, dans le sud-ouest de l'Ukraine, c'est la Roumanie qui est la voie d'accès directe à travers la Moldavie vers l'Europe. Et dans la région de Lviv, évidemment, et dans l'ouest de l'Ukraine de manière générale, c'est la Pologne. Il y a une solidarité européenne qui joue là aussi. Vous savez que l'Union européenne a débloqué des fonds importants pour venir en aide aux réfugiés à travers un soutien aux États membres les plus concernés. Donc là, la solidarité européenne, elle joue par centaines de millions d'euros. Il y a une assistance qui est fournie à tout point de vue, d'un point de vue économique, financier, d'un point de vue très concret d'organisation matérielle, parfois d'apport de vivres, de vêtements quand c'est nécessaire, etc. Est-ce que la Pologne peut absorber 40 millions d'Ukrainiens? Non, certainement pas. Voilà. Combien d'ailleurs seront les réfugiés ukrainiens de cette guerre? On ne sait pas encore. Je vais y revenir. Et pourront-ils revenir? Parce que j'ai été assez actif, moi, ici. Alors oui, je suis loin. Moi, je suis député en Bretagne, à Brest. Oui, derrière le beau ciel bleu breton, parce qu'il fait toujours beau à Brest. Voilà, c'est bien connu. Et donc, les réfugiés qui arrivent ici, pour une bonne partie d'entre eux, sont dans l'état d'esprit qu'ils retourneront rapidement en Ukraine. C'est pas du tout une évidence. D'abord, certains viennent de régions qui ont été complètement sinistrées et détruites, n'ayant plus de logement, n'ayant plus de points de chute pour rentrer. Où ira cette guerre? Probablement vers une partition de l'Ukraine. C'est évidemment une des issues possibles. Je suppose qu'on va en reparler sur les scénarios du conflit. Bon. Et dès lors, auront-ils vraiment envie de rentrer, quand ils appartiennent à la partie la plus orientale de l'Ukraine, dans un pays qui sera, sous une forme ou sous une autre, russifié? Quand on voit le niveau d'intensité de cette guerre, surtout de barbarie, qui est actuellement en cours, c'est pas du tout certain que ces personnes de l'Est de l'Ukraine aient envie de retourner dans leur pays, en tout cas dans la ville ou dans la région dont ils étaient originaires. Donc, l'Ukraine est un pays peuplé, nombreux. Oui, il faut s'attendre à ce que des millions d'Ukrainiens restent en Europe, c'est certain. Je crois que l'effort qui est fait est à la hauteur. Maintenant, il y a des vraies questions d'intégration dans la durée, et ça vaut pour la Pologne comme pour la France. En Ukraine, on parle principalement ukrainien et russe. Bon. Alors, c'est sans doute encore plus compliqué d'apprendre le français que d'apprendre le polonais, mais dans tous les cas, il y a des barrières linguistiques, il y a une vraie question économique. On parlait des Baltes tout à l'heure, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont dans les Baltes actuellement, parce qu'il y a aussi une certaine proximité culturelle et une compréhension et un accueil qui sont assez formidables, il faut bien le dire, de la part des populations polonaises, roumaines et baltes, parce que ces pays se sentent directement concernés. Donc je crois que la solidarité, elle est Ils ont totale. souffert par le passé, malheureusement. Mais exactement, je veux dire, le poids de l'histoire est là, le vécu est là, la transmission aussi de cette mémoire est très vivante. Et donc l'effort est à la hauteur, c'est certain. Et alors, pour l'instant, vous le savez, donc on n'est pas allé sur une politique de quota ou de répartition, c'est-à-dire que on laisse les réfugiés ukrainiens aller là où ils se sentent le plus à l'aise. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de liens familiaux, personnels avec les pays frontaliers, c'est naturel. Et il y avait déjà une diaspora importante ukrainienne dans les pays de l'Est de l'Europe, donc le lien est évident. Après, d'autres choisissent d'autres destinations, parfois par choix, parfois pour des questions de tâches familiales plus lointaines aussi, de liens familiaux. Et puis, peut-être faudra-t-il à un moment, on verra les flux et comment ça fonctionne et comment ça se passe dans la durée, parce que bien malin qui pourrait dire quel sera le scénario dans un an ou deux, s'il est nécessaire d'avoir une répartition entre pays, mais pour l'instant, c'est pas la voie qui est suivie. Alors, venons-en donc au scénario. Il y en a déjà, vous avez cité, c'est une partition donc, de l'Ukraine. On verra, pour moi une interrogation quand même avec l'accès maritime qui sera un aspect stratégique. Est-ce qu'on ne risque pas également d'avoir d'autres fronts qui sont déclenchés, notamment Kaliningrad, et puis la Transnistrie? Absolument. Bon, je reviens un instant sur ce qui se passe en ce moment, les scénarios pour le coup militaires, et ce qu'on pourrait en déduire en termes d'issue du conflit. Phase 1 du conflit, je vais très vite, et vous me le pardonnerez, j'espère. Phase 1 du conflit, totalement manqué par le régime de Poutine.
une espèce de blitzkrieg, donc, bombardement dans la profondeur, missiles de croisière, pour tétaniser le pays, et puis des chars qui descendent de Biélorussie. J'aimerais bien qu'on parle de Biélorussie d'ailleurs, parce que c'est vraiment un élément clé dans le dispositif. Je le dirais en parlant de Kaliningrad d'ailleurs. Des chars qui descendent de Biélorussie sur Kiev, avec l'idée de déposer le pouvoir à Kiev le plus vite possible. Voilà. Ça rate. C'est-à-dire que manifestement, l'armée russe n'était pas prête à une opération d'ampleur sur plusieurs fronts, à la fois par l'Est, par le Nord via la Biélorussie, et par le Sud à travers des opérations maritimes ou amphibies qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs. Voilà, on pourra y revenir aussi. Et cette opération, donc Blitzkrieg, elle rate. Bon, le pouvoir n'est pas déposé à Kiev, les Ukrainiens résistent beaucoup mieux que prévu, et surtout l'armée russe n'est pas à la hauteur. Voilà. Les approvisionnements manquent au niveau carburant, au niveau munitions. L'art opératif qu'on croyait maîtrisé par les Russes, manifestement ne l'est pas à l'échelle d'un pays comme l'Ukraine, qui, encore une fois, est un grand pays. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais si on considère que l'Ukraine est un pays de la taille de la France à peu près, à l'époque de l'invasion de 1940 en France, les forces en présence côté allemand comme côté français sont de l'ordre du million. Voilà. Là, on est sur des troupes russes de l'ordre de la classe de 100 000, 200 000. Bon, c'est pas suffisant manifestement avec les moyens russes actuels pour envahir un pays de manière rapide en mode blitzkrieg. Ça, c'est pas fait. Deuxième phase, du coup, plusieurs fronts. On approche des villes, on les encercle et on attend que ça craque. Les villes sont des points de résistance importants, des points de fixation qui tiennent. Alors, il y a des villes martyrs dans cette affaire, notamment Mariupol, c'est évidemment une tragédie horrible. Mais dans Kharkiv, finalement, la résistance ukrainienne tient. Et on voit des troupes russes qui, en tout cas en nombre, ne sont pas suffisamment entraînées et aptes à mener un combat qui est extrêmement technique. Un combat avec des feux coordonnés en ville sans avoir des pertes maximales, c'est compliqué. Il faut du rapport de 1 pour 10 en termes de défenseurs assaillants. Ça marche. Manifestement, les Russes sont à nouveau tombés sur un os à travers des points de fixation qui étaient les grandes villes ukrainiennes. Bon. Là encore, avec tous les problèmes qu'on connaît, et puis on pourra ajouter des problèmes de commandement, des problèmes de formation, etc. Donc, ça ne marche pas. Et on arrive à la troisième phase, qui est la phase actuelle, où finalement, après une pause opérationnelle, les forces russes se repositionnent vers le Donbass et le front originel, qui en fait était le front entre les républiques séparatistes et puis le reste de l'Ukraine, et qui prépare, et c'est probablement imminent, une offensive d'envergure. On sait qu'à l'heure où on se parle, aujourd'hui, 400 avions russes sont prêts à lancer une offensive avec des centaines de chars et une infanterie qui s'est remobilisée sur ce front Est. Bon. Avec l'idée, sans doute, de pousser jusqu'à Dnipro, en profitant d'ailleurs des territoires, vous les avez cités, du Sud, qui ont été conquis par l'armée russe, à partir de la Crimée et des républiques séparatistes. Et donc, probablement, de commencer à négocier une sortie de crise, si vous voulez, ou à commencer à discuter sérieusement fin des hostilités, quand un tiers du territoire ukrainien serait conquis. Bon. Voilà, brosser à très grands traits la situation du moment. Alors, ensuite, vous parlez de différents sujets qui tous sont extrêmement intéressants. Le rôle de la Moldavie et de la Transnistrie, le rôle de Kaliningrad. Bon. La Moldavie, pour l'instant, a servi aux Russes de point de fixation. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit territoire qui est la Transnistrie, qui est frontalier de l'Ukraine tout à l'ouest de l'Ukraine, est un territoire séparatiste, comme vos téléspectateurs et auditeurs le savent, avec d'importants stocks alors anciens, mais quand même des stocks d'armes héritées de l'époque soviétique, une population très pro-russe, et donc pas forcément active ou capable, je dirais, de constituer une force d'invasion de l'Ukraine, mais qui nécessite en tout cas d'être tenue en respect par des forces ukrainiennes. Donc vous avez eu des divisions ukrainiennes qui sont toujours d'ailleurs positionnées en face de la Moldavie, parce que ça pourrait permettre d'appuyer une prise à revers de certaines poches côté ukrainien, et donc
c'est un danger sur le plan tactique. Bon. Ça peut être aussi, c'est je suppose ce que vous supposiez dans votre question, le prochain bouton sur lequel appuyer pour déstabiliser une partie de la région et aller encore un petit peu plus loin dans ce que j'ai appelé dans le rapport une forme de stratégie de la baïonnette. C'est-à-dire, la baïonnette, c'était une stratégie théorisée par Poutine. Hein. On avance partout où c'est facile, partout où on n'a pas de résistance. Et, ma foi, quand on tombe sur un os ou quand une résistance trop dure, on s'arrête. Bon. La Moldavie, c'est clairement un point mou, c'est-à-dire que c'est un bouton sur lequel on peut appuyer, qui peut allumer un foyer et qui peut contribuer à déstabiliser la région. Alors vous allez me dire, vu le scénario actuel, elle est déjà suffisamment déstabilisée. Voilà. Donc, c'est pas forcément désormais le point d'attention le plus fort, parce que ce serait pas un game changer vu l'ampleur du conflit qu'on a aujourd'hui. Dans des scénarios un peu plus basse intensité, ça aurait pu être un des leviers sur lesquels aurait pu s'appuyer Vladimir Poutine. Oui, ça disperse les forces. Ouais, c'est ça. Ça nécessite des réactions partout et donc ça disperse. C'est pour ça que je parlais de point de fixation. C'est utile tactiquement. Voilà. Tout à fait. De point de fixation, pardon. Kaliningrad, donc enclave, comme chacun sait, en Pologne sur la Baltique, enclave russe, un oblast, qui est une sorte de porte-avions finalement avancé russe, qui s'est considérablement remilitarisé depuis 20 ans. À l'époque de la fin de l'Union soviétique et des années 90, il ne restait plus grand-chose à Kaliningrad. C'est un endroit que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais encore étudiant au Collège d'Europe, une chouette institution qui prépare de futurs dirigeants européens. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, des étudiants puissent à nouveau visiter Kaliningrad. C'est devenu un endroit hyper sécurisé, hyper militarisé. C'est une vraie bulle A2AD, comme on dit, c'est-à-dire une bulle d'interdiction avec des missiles, un système de radar et de brouillage extrêmement efficace. En tout cas, c'est un porte-avions extrêmement utile en termes de positionnement tactique pour la Russie, qui menace, alors vous l'avez dit parfaitement, hein, l'Europe de l'Est en général, et d'ailleurs jusqu'à l'Europe occidentale, puisque tirer des missiles à partir de Kaliningrad, ça permet quand même de porter la menace jusqu'en Allemagne, par exemple. Bon. Et quand l'Allemagne, à la suite d'un changement de position assez historique, augmente son budget de défense très significativement pour le porter, alors le chiffre n'est pas exact parce qu'il n'est pas encore voté par la coalition au Bundestag, mais à 80-100 milliards d'euros par an, et prévoit de mettre en place une sorte d'Iron Dome à la mode israélienne, ça montre bien que la menace est prise au sérieux. Voilà. Et bien sûr, Kaliningrad est un élément dans ce tableau qui porte la menace toujours un peu plus près et un peu plus loin. Alors, si vous regardez maintenant l'ensemble de la carte en Europe de l'Est, c'est quand même très intéressant. Et le Bélarus, voilà. Il y a le Bélarus, vous liez voilà. Ben, vous m'avez devancé, voilà. C'était exactement là que je veux en venir. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, la frontière avec la Russie, c'est quand même la Biélorussie, qui reste un état de tampon relativement neutre. Et le mot, je pense, est bien choisi. Enfin, ils avaient une politique, en tout cas, relativement autonome au plan diplomatique et militaire. Loukachenko, rappelez-vous, en 2014, ne reconnaît pas l'indépendance de la Crimée. Voilà, quand même. Bon. Parce qu'ils souhaitaient rester dans une forme d'autonomie. Alors nous, peut-être français, on appellerait ça autonomie stratégique. Bon. Et puis demeurer cet tampon qui, au fond, était à la frontière, sur le limès entre les deux mondes. Et ne pas rentrer dans cette logique de confrontation entre blocs. De manière d'ailleurs probablement assez sage, vu leur position géographique. Bon. À partir de 2020, l'été 2020, les choses changent, puisque, vous le savez, donc Loukachenko est réélu à travers une élection largement frauduleuse, avec l'aide du régime de Moscou. Et donc, à partir de là, évidemment, les choses changent. Et au plan diplomatique comme militaire, on peut considérer que la Biélorussie, maintenant, est un État vassalisé, quasi annexé, au fond, par la Russie. Et donc, on voit se renforcer non seulement les exercices militaires, hein, dont celui qui était le prélude à l'attaque de février en Ukraine, mais aussi un certain nombre de dispositifs de missiles à différentes portées,
Et donc, finalement, le nouveau front à l'est de l'Europe, c'est plus la Russie, c'est la Biélorussie. Donc la Pologne se retrouve en étau entre, d'un côté, la Biélorussie, comme on s'en paraît, Kaliningrad, qui est une quasi-enclave russe sur son territoire, et puis on verra ce qu'il advient demain de l'Ukraine, parce qu'on verra comment les frontières se dessinent, et où tombe le rideau de fer, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, si l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, est plus ou moins vassalisée, la Pologne sera complètement enclavée, à l'exception de la petite frontière avec la Lituanie, entre des puissances et des territoires dans lesquels les armées russes peuvent parfaitement manœuvrer. Donc, la carte de l'Europe de l'Est, de facto, au plan géopolitique et stratégique, sera redessinée. Je ne veux pas dire que ça fait une belle conclusion, mais voilà, on arrive à la fin donc, de cet entretien. Le rituel dans mes entretiens, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui la pose. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Eh bien, je vais vous demander quel serait selon vous le scénario le plus plausible, le plus probable en termes de résolution du conflit. Est-ce qu'on va vers une partition de l'Ukraine? Est-ce qu'on va vers une vassalisation du pays? Et est-ce que vous pensez, ce sera mon ultime question, et je pense qu'elle est d'importance, que les Ukrainiens accepteront cette sortie du conflit? Ça nous amène sur une question subsidiaire mais très importante, c'est quelle peut être la durée de ce conflit? Moi, ça m'évoque un petit peu, si vous voulez, alors sur le scénario militaire, la guerre d'hiver et la Finlande, et sur le scénario de sortie de crise, ce qu'on a pu voir parfois en Irlande, par exemple, dans les années 19-20 du siècle dernier, où un traité est passé, c'est le feu, un accord de paix, quelle que soit sa forme, et où une partie de la population peut-être ne l'accepte pas, parce que je ne suis pas sûr que des Ukrainiens qui ont pris les armes, et ils sont nombreux, vous le savez, on parlait de réfugiés tout à l'heure, il y a beaucoup de familles isolées, c'est-à-dire de femmes et d'enfants qui sont venus et puis les hommes sont restés se battre pour leur pays. Est-ce que le peuple ukrainien acceptera d'être amputé d'un tiers de son territoire, par exemple? Voilà un petit peu mes questionnements du moment, et je serais très heureux de vous entendre. Comme vous, je crois que le conflit est en train de s'enliser, on ne sait pas quand il va se terminer. Moi, mon inquiétude est dans l'accès maritime. Et si nous avons une parcellisation de l'Ukraine sans voie maritime, je pense que ça ne sera que les prémices d'une guerre encore plus importante dans le futur, puisque l'Ukraine sera encore plus enclavée, et notamment en termes d'exportation. Et là, on rejoint le monde agricole avec beaucoup de préoccupations. Et c'est là où ça risque d'être encore plus dangereux, surtout si Poutine manœuvre, comme vous venez de l'évoquer, du côté de la Biélorussie, de Kaliningrad, de la Transnistrie et autres. Voilà, donc c'est pour moi, voilà un petit peu mon inquiétude du moment. C'est vrai, je suis surpris par l'armée russe et ce qui se passe. De temps en temps, je me dis, est-ce que finalement l'objectif initial n'était pas de conquérir les deux républiques et d'avoir un accès maritime et de fermer totalement, et puis d'avoir dispersé pour voir ce qu'il en était. Mais voilà, l'inquiétude est plutôt là. Je partage. Et de se dire, attention, un mode de résolution qui paraît très évident en disant, au travers de l'histoire et puis de tout ce qui s'est passé, du transfert de population au travers des siècles, il y a une partie ukrainienne qui est plutôt russe, qui doit être attachée à la Russie, et une autre qui serait plutôt occidentale. Est-ce que là, on risque pas de créer des conflits encore plus importants? Et puis, autre sujet de préoccupation, mais je vous ai posé la question. Pour l'instant, il y a un effort, et vous l'avez mentionné, exceptionnel en termes de solidarité, d'accueil et financier de la Pologne et de la Roumanie. Mais quand ça durera, et puis avec éventuellement des conséquences économiques derrière, quelles seront les réactions donc, de ces pays? Donc, on risque peut-être d'avoir une poudrière encore plus importante. Merci pour ces réponses. Merci à vous pour cette invitation. Écoutez, merci à vous. Et sujet à évoquer, vous l'avez dit, sur l'agriculture, sur les conséquences en matière pour nos vies à nous aussi, pour l'Europe, vous l'avez dit,
en matière de matières premières, de flux commerciaux, des réorientations des flux en matière d'énergie. Le sujet est complexe et amènerait beaucoup de développement. Écoutez, ce sera avec plaisir pour une prochaine interview. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, dans ma dernière édition de ma newsletter, je disais Poutine a ouvert une boîte de Pandore et je crois que personne ne se doutait de toutes les conséquences qui sont en train d'arriver et qui se diffusent sournoisement donc, dans nos économies, dans nos sociétés et puis là aussi, puisque vous l'avez évoqué au travers des blocs, vers une sorte de fragmentation donc, du monde avec des alliances qui vont être en fonction d'intérêts très très précis. Merci à vous et puis écoutez, à très bientôt effectivement pour poursuivre donc cette discussion. Mais c'est vrai que on peut dire quand on a eu le Covid, on ne savait pas qu'on pouvait avoir pire ensuite. Merci infiniment.